Me voici de retour d'un long voyage commencé il y a 3 semaines. Je pars vers un pays longtemps fermé au tourisme. C'est la Birmanie, appelée maintenant Myanmar, que je vais vous montrer dans ce film. Voici mon itinéraire. À Yangon, notre hôtel est situé à la périphérie de la ville, dans un quartier populaire. Les immeubles sont rongés par l'humidité due aux moussons successives. Les raccordements électriques laissent à désirer. Ce chauffeur de taxi m'emmène au pied d'un monument incontournable ici. Le pays est de religion bouddhiste et temples et pagodes sont des lieux très fréquentés par les Birmans. Les superlatifs se bousculent pour évoquer cette pagode qui les mérite tous. La plus belle du monde, la plus impressionnante, la plus grandiose, etc. Sacré depuis plus de 2500 ans, ce site est au cœur du bouddhisme birman, au cœur de la vie religieuse, sociale et politique du pays. En émane une atmosphère unique et envoûtante, où recueillement et dévotion se mêlent à un esprit bon enfant. Seuls ou en groupe, les fidèles en prière immobile ou vagabonde côtoient les touristes qui se font photographier devant les ors de la pagode.
Le stupa central mesure 98 mètres de haut. Il est recouvert de 700 kg d'or. Je quitte Yangon pour aller à Mandalay, situé au nord à 700 km. C'est sous un ciel gris et orageux que j'arrive à Mandalay, deuxième ville du pays et ancienne capitale royale de la Birmanie. Pour aller visiter Ava, il nous faut traverser un bras de l'Irrawaddy. Le temps, nuageux en cette fin d'après-midi, ne favorise pas les prises de vue de ce monastère construit en bois de teck noirci et patiné. Ava fut pendant près de 4 siècles capitale du royaume birman. Il ne reste que quelques ruines, les palais furent démontés et leurs piliers de teck servirent pour la construction du pont Ubain. C'est grâce à sa structure en dur que le monastère est encore là. Il échappa ainsi au démontage au moment du changement de capitale. Devant moi se dresse le plus gros
et le plus cher tas de briques du monde. C'est le résultat de l'abandon d'un projet de construction d'une pagode gigantesque. La vue d'en haut montre les rives de l'Irrawaddy et la pagode Hashim Biumé. Édifiée en 1816, le roi l'a voulue très belle à la mesure du chagrin qu'il éprouva à la mort de Hashim Biumé, sa première femme. Mingalaba. Cette pagode, la plus prestigieuse de la ville, est parmi les plus vénérées du pays. Elle abrite un Bouddha de 4 mètres de haut, recouvert d'une épaisseur de 20 cm de feuilles d'or à certains endroits. Aux alentours, il y a des ateliers de sculpteurs sur marbre ou albâtre. Me voici sur les rives de l'Irrawaddy, devant le pont le plus célèbre de Birmanie. Le pont Hubei, construit en 1849, mesure 1200 mètres de long. Il est le pont le plus long du monde construit en teck, avec le bois de l'ancienne cité royale d'Ava. Le coucher du soleil est un moment incontournable ici. Toutes les barques sont louées bien à l'avance pour admirer cet instant exceptionnel. Mingalaba.
Alors visite de Mandalay en vélo. Alors là, on rentre dans le grand palais de Mandalay. Il ne reste plus rien de l'ancien palais royal qui brûla complètement lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Sa reconstitution permet de donner une idée de l'ampleur des lieux. L'enceinte mesure 1600 mètres de côté, formant un carré parfait. Une véritable reconstitution aurait coûté une fortune. Pour terminer la visite de Mandalay, je monte sur la colline pour voir la vue panoramique. Mes jambes se souviennent encore des 1700 marches montées pieds nus. Là-haut, après avoir traversé une pagode rénovée de manière bien clinquante, j'arrive sur une grande terrasse pour le coucher du soleil. Plusieurs fois pendant mon voyage, je vais rencontrer ce genre de procession. Ce sont des cadeaux offerts par la population que l'on amène dans les monastères. Et c'est la fête. là-bas.
နောက်ကနေလိုက်လာတာမလေးကတ် Nous partons à 140 km au nord-ouest de Mandalay. À Moniva, nous abordons la démesure dans la représentation des Bouddhas. Voici un Bouddha couché de 98 mètres de long et 19 mètres de haut, qui a nécessité 10 ans de travaux. Derrière lui, le Bouddha debout, visible de très loin, mesure 167 mètres de haut. Il a fallu 13 ans pour le construire. Il y a 33 étages à gravir sans ascenseur. Ces bûches de bois de Tanaka, un arbre qui pousse au Myanmar, servent à faire le produit de beauté des birmanes. La crème de Tanaka, naturellement parfumée et rafraîchissante, protège du soleil, évite la transpiration et joue un rôle antiseptique. Mingalaba. Thank you. Sanctuaire troglodytique et haut lieu de pèlerinage, ces grottes abritent des statues et des peintures rupestres du XVIe au XVIIIe siècle. Ce complexe architectural est le reflet de l'art moderne birman. Il diffère des pagodes que l'on voit dans le reste du pays. Voici deux fumeurs de Chirot, le traditionnel cigare birman. On peut manger partout de jour comme de nuit. La cuisine birmane est très variée et a subi l'influence des pays voisins, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Nous mangeons souvent dans des restaurants populaires. Le repas birman type se compose d'un curry, accompagné de riz, d'un bouillon et d'une multitude de petits plats qu'on apporte tout en même temps sur la table. C'est le fameux buffet birman. Pour moi, c'est souvent trop épicé. Et je préfère les nouilles à la chinoise et le sweet and sour, accompagné d'une bonne bière de fabrication locale. Voilà le Royal Green River sur lequel nous allons descendre l'Irrawaddy jusqu'à Bagan.
Me voilà pour 3 jours à Bagan. La journée commence par un bon petit déjeuner servi par de jolis birmanes. Le marché offre l'occasion de plonger au cœur de la vie locale. Bagan est un lieu unique au monde. La richesse culturelle de cet endroit dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Des 4000 pagodes, temples et stupas construits entre le XIe et le XIIIe siècle, 2217 tiennent encore debout, constituant un patrimoine architectural fabuleux, un musée vivant à ciel ouvert. Bagan offre à chaque heure du jour un horizon aux couleurs changeantes, un choc esthétique, une émotion inoubliable. Le site couvre 42 km². Ce matin, je me suis levé à 5 heures, et à 5h15, la mauvaise nouvelle est tombée. Le vol en ballon au-dessus des temples est annulé, à cause des conditions météo défavorables. Je vais quand même, avec mes compagnons, voir le lever du soleil. J'avais réservé ce vol depuis des mois. Ma déception est grande. Mais, grâce à des images trouvées sur Internet, je vais vous montrer ce que j'ai raté par manque de chance.
Aujourd'hui, je quitte Bagan pour aller à Callot. Nous faisons un arrêt au mont Popa. C'est un lieu de pèlerinage construit sur un piton rocheux. Il faut gravir un escalier de 700 marches pour découvrir un joli panorama. Une fois en haut, il faut se méfier des singes macaques qui sont d'agiles chapardeurs. Gare aux casquettes et aux lunettes. Alors aujourd'hui c'est journée trek. On est dans les montagnes de l'État Shan, à côté de la ville de Callot. Nous sommes partis vers 8 h ce matin, il est 10 h moins le quart, on a fait à peu près 4-5 km. Il fait une température d'environ 30 degrés, un beau ciel bleu, le soleil, tout va bien. Le seul problème, c'est les côtes qui sont raides, parce qu'on n'arrête pas de monter et de descendre. Hello, Mingalaba. Mingalaba. Where do you go about Nothing. No. Nothing. Tea. Going tea. Tea. Ah oui, tea. Tea. Hey, hey. Where? Là? Là? Ah ouais, ouais, ouais. Bye bye. Nous continuons notre trek. Ici, à 1500 mètres d'altitude, poussent des agrumes. Nous allons déjeuner dans ce petit restaurant tenu par des Népalais. Une soupe de légumes, des chapatis, des galettes de céréales et des oranges constituent notre menu. Après les avoir salués d'un namasté, nous continuons notre randonnée à travers les sous-bois jusqu'à Callot. Nous avons fait une marche de 18 km. Les 3/4 de la population vivent encore directement de l'agriculture. La terre est riche et fertile. Ici, la production de choux est chargée sur des camions pour être vendue sur les marchés locaux. Un peu plus loin, voici une aire de battage pour du riz. Pindaya veut dire « j'ai tué l'araignée ». C'est une légende qui est représentée à l'entrée de l'escalier qui mène à la célèbre grotte.
La grotte abrite 8000 Bouddhas. C'est une des plus belles d'Asie du Sud-Est. Pindaya est aussi réputé pour ses ateliers de fabrication d'ombrelles. Ce matin, après un bon petit déjeuner, nous allons partir à la découverte du lac Inle. C'est un lac de 20 km de long sur 8 à 10 km de large, mais peu profond, seulement 5 à 6 mètres. Il est habité par les Inta qui ont bâti leur village sur pilotis. Les pêcheurs Inta nous attendent à la sortie du chenal. Ils posent volontiers pour les photos en échange d'un petit billet. Mais il n'y a pas que des pêcheurs. Il y a des forgerons, des tisserands, des argentiers et beaucoup d'agriculteurs. Ces derniers cultivent des légumes, fruits et fleurs sur des bandes de masse de végétaux, algues, jacinthes d'eau, herbes aquatiques, mêlées inextricablement sur 1 mètre d'épaisseur. Ils attrapent du poisson en plongeant leurs nasses de forme conique dans l'eau peu profonde du lac. Leur particularité, unique au monde, est leur façon de ramer. Ils sont debout sur leur pirogue et d'une jambe manœuvrent la rame. C'est de toute leur hauteur qu'ils distinguent le mieux le fond de l'eau, tout en gardant les mains libres pour la pêche.
Selon la légende, sur les 5 représentations du Bouddha de cette pagode, une perdue dans le lac lors de la sortie annuelle est revenue mystérieusement toute seule à son emplacement. Depuis ce temps, elle ne quitte plus la pagode. Un premier arrêt dans un petit marché nous permet de côtoyer la population rurale qui vit autour du lac. Sur les étals, on trouve un peu de tout. Des statuettes, des bijoux, de la tapisserie, des vêtements, du thé, des légumes, des fruits, de la viande, du poulet, du poisson. Oui. Thank you. Merci beaucoup. Poisson. Légumes, la viande. Vers midi, à la fin du marché, on remballe et on achemine par char à bœuf ou par porteur les marchandises jusqu'aux pirogues. Nous allons à l'embarcadère pour traverser le lac et continuer notre balade à vélo de l'autre côté. The other side of the lake.
Tout le monde est là? Qui n'est pas là? On est là? Allez. Dernière visite à Yangshui pour assister à l'éducation des jeunes bonzes dans ce monastère. Chatio se trouve à 170 km à l'est de Yangon. C'est dans des camions spécialement aménagés que nous montons à plus de 1000 mètres dans un site difficile d'accès. Chatio, le rocher d'or, est l'un des sites les plus sacrés du bouddhisme birman. Gros rocher de forme crânienne, conformément à la légende, il est couvert de feuilles d'or et en équilibre au bord d'un précipice. La poussée de 3 hommes, dit-on, suffirait à le faire tomber. D'après la légende, il ne doit son équilibre précaire qu'au positionnement magique d'un cheveu du Bouddha dans le pagodon qui le chapeaute. Tout autour s'étend une vaste esplanade pour les visiteurs, bordée d'oratoires, de boutiques et d'abris pour les pèlerins.
Tout est prévu pour nourrir tous ces gens. Une multitude de victuailles nous est proposée. T'en veux pas? Ah ouais, 3 pour... Ah ouais, c'est une balade. Notre présence dans un restaurant attire une bande de jeunes qui nous prennent en photo. Toute la nuit, les prières et les dévotions se poursuivent. Et pendant que certains essayent de dormir, d'autres chantent et dansent. Tandis que de nouveaux pèlerins arrivent, pour nous, c'est le moment de redescendre dans la vallée. Pour notre dernière soirée à Yangon, nous allons dîner dans un lieu historique. Cette belle villa coloniale, transformée en un restaurant de luxe, est plus que centenaire. Au premier étage, juste derrière notre table, se trouve le bureau du général Hong Sang, qui a chassé les Japonais du pays en 1945. C'était ici son quartier général. On peut y voir sur les murs des photos anciennes et sur son bureau sa machine à écrire. Sa fille, Aung San Suu Kyi, vient de remporter les élections à une écrasante majorité de 80%. C'est maintenant elle qui a la destinée du Myanmar entre ses mains. Bonne chance à Mamassou. Pour terminer ce film, je vais revenir sur un événement qui s'est passé à Tongyi. Nous avons eu la chance de pouvoir assister au Festival des Montgolfières qui se tient une fois l'an au mois de novembre. C'est une grande kermesse qui dure plusieurs jours. Chaque quartier de la ville ou association fabrique sa montgolfière et la plus spectaculaire remporte le concours.